puisque ce webinaire est enregistré. Alors, Marc-Antoine Turgeon, Marc-Antoine est impliqué depuis plusieurs années à la Société de sauvetage. Il a débuté son mandat de bénévole à titre de conseiller technique. Il a été impliqué dans plusieurs dossiers de formation, surtout en premiers soins. Il est membre du comité médical depuis maintenant 2 ans. À côté, Vincent Desrochers, qui a débuté son mandat de bénévole il y a 2 ans dans le comité médical. Il est très actif au niveau des différentes consultations concernant la mise à jour de contenu de formation. Si vous recevez le magazine Alerte, vous pouvez lire des articles du comité médical dont Vincent et Marc-Antoine sont les principaux collaborateurs. Alors, merci à vous deux d'être avec nous et bon webinaire. Parfait. Donc, vous voyez bien, je pense, ma présentation ici. Excellent. Donc, la première présentation, le sujet, c'est l'hyperventilation. J'ai appelé ça l'hyperventilation n'a jamais fait de mal à une mouche. En fait, c'est pour un peu démystifier ce qu'est l'hyperventilation. Je vous avertis, c'est une capsule qui est un peu plus complexe que ce qu'on a l'habitude de voir, mais en même temps, ça peut s'adresser notamment à des moniteurs d'expérience ou des moniteurs premiers soins ou des sauveteurs qui veulent en apprendre un peu plus. Donc, la première question d'entrée de jeu pour parler de l'hyperventilation, c'est la suivante. Considérant que pendant notre sommeil, notre respiration est régulée par notre cerveau, quel est le paramètre principal qui fait varier notre respiration? Est-ce que c'est l'oxygène ou le CO2? Ça, en fait, c'est la base là, de l'hyperventilation puis de la ventilation en général. Puis, contrairement à plusieurs mythes là, véhiculés, c'est effectivement le CO2, donc les déchets de notre métabolisme, qui régulent notre respiration. Un peu de physiologie respiratoire, on reste de base, juste pour bien comprendre. Fait on a les échanges gazeux, on retourne au secondaire pour certains, mais c'est pas grave. Moi, tout ce que je veux vous parler, c'est du CO2, encore une fois. Quand on fait nos échanges, quand on expire du CO2 avec de l'eau. Puis, ce CO2-là est utilisé afin de maintenir l'équilibre au niveau du pH dans notre corps. Puis ce CO2-là qu'on expire, un coup qu'on l'a expiré, ça va faire diminuer le CO2 que dans notre sang. Ça, c'est un graphique de base que je vais utiliser tout le long de la présentation pour démontrer un peu comment est-ce que le CO2 dans notre sang, il va varier au fur et à mesure qu'on respire. Puis le corps, il est bien fait. Fait que le corps, il y a une limite supérieure, puis il y a une limite inférieure. Puis quand c'est entre ces paramètres-là, notre cerveau il est capable de tolérer ces paramètres-là. Puis par exemple, là, je prends un exemple ici pour que vous compreniez bien. Par exemple, que le CO2 dans le sang commence à augmenter tranquillement. Là, à un moment donné, notre cerveau, il va s'occuper de notre respiration, il va réguler notre respiration pour qu'on respire davantage, pour expirer le CO2, comme je vous parlais tantôt. Puis tranquillement, pas vite, on va redevenir à un paramètre qui est plutôt neutre. Puis en fait, quand on dort, quand on n'y pense pas, quand on ne gère pas notre respiration, c'est ça qui se fait en tout temps par notre cerveau qui est capable de contrôler via le CO2 la respiration. Et ça, c'est la base, en fait, la respiration. Maintenant, le problème avec l'hyperventilation, puis pour connaître le problème, il faut bien définir. L'hyperventilation, on n'en parle pas beaucoup. Hein, quand on a fait cette présentation-là, on est allé réviser là, dans le manuel canadien de premiers soins, puis il y a un petit paragraphe là, ça de long là, par rapport au sujet. C'est sûr qu'on part avec une certaine base, mais comme la plupart d'entre vous le savez, c'est un problème là, en lien avec la ventilation, la respiration, souvent relié à de l'anxiété, ce qu'on voit quand même assez fréquemment dans la vraie vie. Puis en fait, c'est ça qui se passe. Quand on augmente notre fréquence respiratoire, donc quand on respire plus vite chez une personne normale, mais ça n'a pas vraiment d'impact sur l'oxygénation. Hein? Quand on respire là, en une fraction de seconde, on est capable d'aller chercher l'oxygène qu'on a besoin, puis qu'on respire, qu'on prenne une grande respiration ou une moins grande, pour la plupart des gens, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, quand on augmente la fréquence respiratoire ou aussi là, le débit, hein, la quantité d'air qu'on va inspirer, bien, à ce moment-là, il va y avoir un grand changement dans l'expulsion des déchets du corps, donc du CO2. Alors, si on respire plus vite, on va expulser nos déchets, puis ça va faire diminuer le CO2 sanguin. C'est pour ça que quand on se met à courir, bien, on augmente sans y penser notre fréquence respiratoire parce qu'on a plus de déchets, puis on veut rebalancer le CO2 dans notre sang. C'est ça la base de la respiration. Maintenant, on sait que le pH sanguin, c'est fonction d'un équilibre entre les acides puis les bases. Puis là, c'est le maximum de complexité que je m'en vais. Là. Fait que le pH dans notre sang, c'est les acides puis les bases. C'est un équilibre, encore une fois. Le CO2, c'est un élément qui est acide dans le sang.
Fait que par conséquent, quand on s'hyperventile, quand quelqu'un s'hyperventile, bien, on vient jouer avec cet équilibre acido-basique-là. Hein? On vient diminuer le CO2, fait qu'on vient diminuer les acides, puis par conséquent, le pH devient un peu plus alcalin. Ça fait une alcalose qu'on appelle. Fait qu'on remet le graphique, hein? On a nos deux limites. Ça, c'est la zone dans laquelle on est à l'aise. Puis, ben, si jamais on s'hyperventile pour X, Y raison, composante anxieuse généralement, bien, à ce moment-là, à un moment donné, on va descendre sous la ligne qui est tolérable pour le corps, sous la ligne de la normale. Puis, on va commencer à développer de l'alcalose ou une anomalie dans notre sang. Puis, c'est là qu'on va commencer à ressentir des symptômes. Fait qu'on poursuit. Le sang, il est légèrement alcalin parce qu'il descend sous la ligne. Puis là, les patients, les gens, ils développent différents symptômes. Puis là, ça, c'est des symptômes que vous connaissez, là, que vous avez appris pour l'hyperventilation, mais notamment les engourdissements des mains, les étourdissements, les malaises. Tout ce type de symptômes-là vont se développer à cause que le sang devient plus alcalin. Si l'hyperventilation n'est pas résolue, les symptômes vont augmenter juste à temps que les effets ressentis vont empêcher le patient de s'hyperventiler de manière volontaire. Fait que ça veut dire que concrètement, si on continue à s'hyperventiler de cette manière-là, les effets vont s'amplifier, ils vont s'amplifier, ils vont s'amplifier. Puis à ce moment-là, quand nous, on va arrêter ou quand il va y avoir un traitement qui va être fait, là, le cerveau va reprendre contrôle de la respiration, puis rapidement, il va normaliser là, le CO2 dans le sang en diminuant la respiration grâce à votre traitement ou tout seul. Puis à ce moment-là, la condition va être auto-résolutive. C'est ça le point, en fait, de ma présentation, c'est que cette condition-là, autant impressionnante qu'elle peut être, est généralement auto-résolutive la plupart du temps. Bon, en fait, résolutive, puis parfois on a besoin d'aider les gens là, pour qu'ils diminuent leur fréquence respiratoire. Mais la plupart du temps, c'est en conséquence. Là. À moins d'avoir des grands problèmes respiratoires, d'être très fragile, on peut se permettre d'avoir un léger débalancement là, de notre pH dans notre sang, puis de le corriger par la suite. On fait un petit exercice. Là, si vous avez des problèmes de santé, faites-le pas, puis il faut être assis, puis dès que vous sentez des symptômes, vous allez arrêter cet exercice-là, parce que vous allez voir, ça arrive très, très rapidement. Fait que ce qu'on va faire, c'est que quand je vais vous dire go, vous allez commencer à vous hyperventiler. C'est-à-dire prendre des plus grandes respirations de manière plus rapprochée. Fait qu'un peu comme... Juste ça, ça va être suffisant pour créer de l'hyperventilation. Puis pendant que vous le faites, je vais continuer mes explications. Fait que, comme je vous dis, dès que vous sentez des symptômes, arrêtez parce que les symptômes vont persister encore quelques secondes, même si vous avez arrêté votre hyperventilation. Fait que pour ceux qui veulent le faire, on commence 1, 2, 3, go, c'est parti. Fait que là, pendant que vous faites ça, vous allez voir rapidement, là, après quelques secondes, 5-10 secondes maximum, vous allez ressentir des symptômes, la tête légère. À ce moment-là, vous arrêtez, comme je vous l'ai dit. Mais si vous continuez, là, éventuellement, ça va devenir insupportable. Puis après quelques secondes, 30 secondes maximum, ça va être impossible de maintenir cette hyperventilation-là. Si vraiment vous poussiez là, votre lock, là, ben, vous perdriez conscience. Puis à ce moment-là, oups, ben, le cerveau il est bien fait. Il va reprendre une respiration normale. Puis ça va corriger votre pH sanguin. Puis là, vous me dites que, ben oui, mais là, moi, ça fait en 15 secondes, j'ai eu des symptômes. Il y a des patients qui s'hyperventilent pendant de longues minutes, des fois même des heures, le temps qu'ils arrivent à l'urgence. Ben oui, c'est parce que les autres, en fait, ils ne s'hyperventilent pas autant que là, l'exercice qu'on vient de faire, mais c'est une façon rapide de comprendre un peu les symptômes que les patients vont avoir. Les autres, ils jouent un peu avec la ligne. La théorie du sac en papier. Là, on rentre dans les théories. Fait que, avant, pour ceux qui sont un peu plus vieux, là, on enseignait d'utiliser le sac en papier. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça faisait et pourquoi c'est devenu dangereux de faire ce fameux sac en papier-là comme traitement d'hyperventilation. On revient à notre cours. Fait on a un patient qui respire là, de manière normale, puis là, oups, il commence à s'hyperventiler, alors son CO2 dans le sang commence à diminuer. Et là, admettons qu'à cet endroit-là, on décide d'appliquer un traitement, c'est-à-dire de demander au patient de respirer dans un sac en papier là, en faisant gonfler, dégonfler le sac. Mais ce qui va se passer, c'est que la théorie, c'est que à chaque fois qu'il va expirer du CO2, puis le CO2 dans l'air du sac va augmenter progressivement à chaque expiration, jusqu'au point où le CO2 va être tellement élevé dans le sac que le corps va avoir de la misère à diffuser le CO2, donc les déchets du sang, vers l'air qui est déjà gonflé en CO2. Ça va faire en sorte que le corps va avoir de la misère à extirper, à sortir le CO2, puis
conséquemment, ben, ça va tendre à revenir vers la normale. C'est ça, la théorie. Maintenant, ça serait facile aussi de tomber de l'autre côté, de tomber dans l'extrême. Puis l'autre problème avec le sac en papier, c'est qu'il faut être certain d'avoir le bon diagnostic. Le moindrement que vous vous êtes trompé, n'importe quel autre trouble respiratoire, vous allez aggraver la situation du patient en général. Fait que c'est ça qui est un peu plus difficile. Hein? C'est une hyperventilation, on connaît moins ça, on a moins vu. Puis là, on applique un traitement pour une condition qui est potentiellement autorésolutive sans danger, mais notre traitement pourrait être dangereux. Il y a ça qui est le premier élément. Deuxième élément, c'est l'oxygène. Je n'en ai pas parlé beaucoup aujourd'hui, là, mais l'oxygène également vient jouer un rôle. Certainement, quand on vient respirer tout le temps le même air, hein, on commence à extirper nos 21% d'oxygène, puis là, ben, rapidement, on inspire de 21, on expire, il y en a un peu moins, on réinspire, on expire, puis là, à un moment donné, il va en avoir plus assez. Il va en avoir plus assez, puis ça va être un peu similaire à comme si vous êtes sur l'Everest. Il n'y aura plus assez d'oxygène pour maintenir votre saturation d'oxygène dans le sang. Ça, je ne rentre pas là-dedans, là, mais le concept, c'est que le sac en papier peut être dangereux pour la condition d'oxygène. Fait que n'importe quel problème respiratoire qui manque d'oxygène, ben, il y a un danger associé à ça. Si vous n'avez pas, encore une fois, le bon diagnostic, puis l'oxygène pourrait tendre à diminuer progressivement. Maintenant, le traitement qu'on fait, hein, les techniques de contrôle de la respiration, d'être présent avec le patient, la victime, de mentionner qu'on est là, bien, en fait, c'est un peu la même chose que le sac en papier, si on veut. C'est que au lieu d'essayer de normaliser le CO2 en augmentant le CO2 ambiant de manière artificielle, bien, on va juste ralentir la fréquence respiratoire de nos patients, des victimes, en leur demandant de respirer en même temps que nous. Puis ça, bien, graduellement, ça va graduellement réaugmenter le CO2 dans le sang, puis ça va venir corriger la condition, autant les symptômes de la condition que la condition en soi, la cause, donc souvent l'anxiété associée à une situation particulière, certaines maladies psychiatriques également qui peuvent causer ces symptômes-là. Puis là, les techniques de contrôle de respiration, ils n'ont pas vraiment de danger associé à ça, parce qu'évidemment, on ne vient pas jouer avec le côté d'oxygénation du patient. Alors, c'est une technique qui est sécuritaire. C'est pour ça qu'on opte plus pour ça, puis on ne fait plus la technique du sac en papier. Mais c'est bien des fois de comprendre un peu pourquoi on fait des changements, puis en même temps, ça nous permet de mieux comprendre le problème qu'on est en train soit d'enseigner ou soit d'étudier. Fait que ça, même principe, là, on remonte les CO2. Maintenant, l'hyperventilation sous l'eau. J'en parle parce que c'est un peu le même type de sujet. Les gens qui s'hyperventilent là, avant d'aller sous l'eau, bien, en fait, c'est pas fou comme idée. C'est dangereux, mais c'est pas fou. Parce que quand vous considérez ça, bien, mettons que je commence une longueur sous l'eau, puis que je suis ici, là, je suis dans ma normale de CO2, bien là, je respire plus. Alors, j'enlève plus mes déchets de mon sang. Alors, les déchets s'accumulent. Puis là, éventuellement, je vais arriver à un stade où est-ce que je vais approcher ma limite. Puis là, ma limite, mon cerveau va dire OK, il faut respirer, OK, il faut respirer, à cause du CO2, encore une fois. Mais si on s'hyperventile, on va l'avoir préalablement diminué, le CO2. Fait que ça fait en sorte que le temps que vous voyez ici, bien, il va être plus long avant que je réatteigne la limite de la normale de mon cerveau, puis que mon cerveau me dise de respirer. Fait que théoriquement, ça fonctionne, entre guillemets, pour pouvoir moins respirer, en fait, pour pouvoir garder notre souffle plus longtemps. Mais le problème, c'est encore une fois l'oxygène ou les pathologies respiratoires. Bien, à ce moment-là, on fausse notre cerveau à penser qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau du CO2, mais potentiellement qu'il y en a au niveau de l'oxygénation. Fait que même principe. Fait que, en conclusion, j'ai plusieurs éléments que j'ai brassés un peu là, dans cette présentation-là. Je suis allé surtout dans une présentation un peu plus théorique, parce que c'est un sujet qui est un peu moins bien compris. Puis en comprenant vraiment c'est quoi la physiologie de cette pathologie-là, de ce problème-là, on est mieux capable de l'enseigner, puis de mettre en fait les points sur les i, puis de bien comprendre que c'est une pathologie qui est un peu moins grave que les autres problèmes respiratoires. Il faut qu'on s'en occupe, c'est très invalidant pour les patients, mais généralement autorésolutif et sans danger. Fait qu'il ne faut surtout pas mélanger l'hyperventilation et les autres troubles respiratoires qui sont plus graves. Comme j'ai dit, il ne faut pas utiliser de sac en papier pour traiter l'hyperventilation parce que c'est dangereux pour tous les autres problèmes respiratoires. Puis de toute manière, la condition est autorésolutive. On doit utiliser une technique de contrôle de la respiration pour que le patient diminue sa fréquence respiratoire. Puis finalement, bien, comme j'ai dit, il n'y a pas de conséquences à long terme avec ce type d'hyperventilation. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé, cette petite capsule sur l'hyperventilation.
Merci, Élise? Marc-Antoine. En fait, je Oui. pense que tu étais très clair. Il n'y a aucune question. Alors, moi, je m'en permets une. Est-ce que c'est le genre d'enseignement que tu fais à tes candidats ou c'est vraiment aux candidats moniteurs que tu adresses ce niveau d'information? C'est une très bonne question. En fait, là, j'ai mentionné un peu au début que c'était un sujet un peu plus corsé, un peu plus complexe. C'est pas quelque chose que j'adresse là, aux candidats, aux gens, là, même dans les scènes, c'est pas quelque chose que je viens aborder. C'est trop complexe, c'est hors norme. Mais c'est quelque chose qui, souvent, leur premier soin, c'est souvent ça. Plus qu'on en connaît sur le sujet, plus on est capable de vraiment optimiser tant l'enseignement que la compréhension du sujet. Puis ça, ben, c'est un sujet qu'on comprenait moins. C'est pour ça qu'on l'a ciblé dans le forum cette année parce qu'on le comprenait moins, on l'avait moins bien compris, on comprenait moins la théorie par rapport au CO2. Puis effectivement, en sachant ça, je crois que c'est un outil qui va pouvoir aider tant les moniteurs SN que les moniteurs en premier soin là, dans leur enseignement. Bien, merci beaucoup. Puis il y a d'ailleurs un participant qui te remercie personnellement. Il y a une question. Pour une personne connue asthmatique en hyperventilation, serait-ce dangereux de donner des bronchodilatateurs? Oui, bien en fait, c'est ça, question plus complexe. Là. C'est sûr que quelqu'un qui est en hyperventilation, le problème, c'est qu'on sort trop de CO2, hein, fait que le CO2 dans le sang diminue. Le problème avec les asthmatiques, c'est plutôt le contraire, c'est qu'on n'est pas capable de faire sortir l'air des poumons à cause que les bronches sont effectivement trop petites. Puis là, ben, malheureusement, c'est le contraire. On retient trop de CO2. Fait qu'encore une fois, c'est une condition qui est en lien avec le CO2. Fait que généralement, évidemment, vous comprendrez que c'est par rapport au bronchodilatateur, c'est une très bonne idée. Les patients, puis là, je pense en même temps que je parle, là, mais les patients qui sont asthmatiques, généralement, ils ont, la composante d'hyperventilation qu'ils vont avoir, ça va plutôt être de l'anxiété reliée au fait qu'ils manquent d'air. C'est comme ça qu'ils vont nous le témoigner. Plutôt rare que, en tout cas, moi, rarement vu là, des situations, ça peut arriver, là, mais où est-ce qu'il y a une hyperventilation sous-ajoutée, auquel cas, là, c'est comme une pyramide là, plus complexe. Mais généralement, s'il y a un asthmatique qui est connu asthmatique, puis qui a des problèmes, puis qui dit que ça ressemble à son asthme, puis il y a une respiration qui vous semble être une hyperventilation, généralement, ce ne sera pas ça. Généralement, ça va vraiment être juste son asthme. Puis oui, il va essayer de respirer plus rapidement, plus profondément, mais ça va plus être en extérieur. Puis si vraiment, nous, on écoute ses poumons, généralement, ça rentre moins bien. Fait que son réflexe d'essayer de respirer puis d'expirer plus rapidement, c'est un réflexe de survie, puis il ne faudrait pas nuire à ça. Fait que c'est d'où la raison pour laquelle les asthmatiques, on leur dit ben, de respirer avec les lèvres pincées. Parce que les lèvres pincées, ça va un peu être un tuyau qui va être plus petit en diamètre que les bronches. Fait que les patients, ils vont sentir que c'est leurs lèvres qui contrôlent le débit qu'ils peuvent expirer, puis que les lèvres, on les contrôle. Alors, ils vont moins ressentir la perte de contrôle qu'on a avec nos bronches. Fait que c'est ça. Fait que, deux conditions un peu différentes, puis souvent, les asthmatiques, ils n'ont pas d'hyperventilation. Merci beaucoup, Marc-Antoine. On va passer le flambeau à Vincent, qui va nous parler de chaleur. Salut tout le monde. Vincent Desrochers, je suis membre du comité médical. Aujourd'hui, dans le fond, moi, je vais vous amener à modifier un peu la définition classique qu'on a des problèmes reliés à la chaleur. Fait que premièrement, on va mettre les bases. La température d'un objet, dans le fond, ça reflète le degré de vibration des atomes. Dans le fond, il y a de l'énergie, plus il y en a, plus quelque chose est chaud. Lorsqu'il n'y a plus d'énergie du tout, il n'y a plus de chaleur, puis il n'y a plus non plus de mouvement. C'est ce qu'on va appeler à ce moment-là le 0 degré absolu ou le moins 273 degrés Celsius, qui est la température techniquement la plus basse qu'on peut atteindre. Donc, dire que le froid, ça n'existe pas. On a seulement l'absence de chaleur. Le corps humain est composé d'environ 100 000 milliards de cellules. Donc, c'est vraiment beaucoup. Puis chacune de ces cellules-là contiennent des petites unités fonctionnelles qu'on va appeler les mitochondries. Donc, c'est les petites choses qu'on peut voir avec nos flèches. Ces petites usines-là sont responsables de produire l'énergie de la cellule, qu'on appelle l'ATP, à partir du glucose, le sucre qu'on mange. Donc, cette production d'énergie va toutefois produire des déchets sous forme de chaleur. Puis, loin d'être négative, l'accumulation de chaleur va même permettre d'augmenter la température corporelle pour nous permettre de maintenir, dans le fond, des fonctions métaboliques qui sont vitales. Il faut toutefois maintenir de façon assez précise la température, puis ça, peu importe l'environnement dans lequel on se trouve. Le corps va faire cette gestion-là, dans le fond, en évacuant de la chaleur ou en la conservant au besoin, dépendant de la température extérieure.
Il existe généralement 4 mécanismes pour évacuer la chaleur. On a entre autres l'évaporation. Donc ça, c'est le fait de faire passer des gouttelettes d'eau de la forme liquide à gazeuse. On a ensuite la conduction. Donc ça, c'est en transférant la chaleur directement d'une surface à une autre, donc par contact. Ensuite, on a la convection. Dans le fond, ça, c'est en réchauffant l'air qui est proche de la peau. Ça va devenir plus légère, l'air va devenir plus légère, va s'éloigner du corps, puis va être remplacé par de l'air froid qui va ensuite être réchauffé, s'éloigner du corps. Puis on va perdre la chaleur de cette manière-là. La dernière méthode, ben, c'est la radiation. Donc, c'est sous forme de rayonnement infrarouge, une onde électromagnétique. C'est entre autres ce qui nous permet de voir là, avec les caméras infrarouges. Donc, dans le fond, qu'on soit en plein milieu du désert ou qu'on soit en train de se baigner dans l'océan Arctique, le corps va réussir à maintenir une température centrale très, très près du 37 degrés Celsius, qui est la température normale du corps. Mais si le corps est si bon pour gérer la température, pourquoi je vous parle des problèmes reliés à la chaleur aujourd'hui? Prenons l'exemple d'un athlète au Ironman de Kona à Hawaï. Il fait un effort surhumain, donc 180 km de vélo, entre autres, là, après avoir fait 3,9 de nage, puis un marathon après. Mais il fait 180 km de vélo, à une vitesse moyenne d'environ 40 km/h. La température moyenne sur la piste de vélo se situe entre 27 degrés et 35 degrés, puis ça peut même atteindre 37 degrés parfois. Ça, c'est sans l'humidité. Si on ajoute l'humidité, on parle de 5 à 6 degrés supplémentaires. L'asphalte est bouillante, on pourrait faire cuire un œuf dessus. Puis les athlètes sont même parfois déshydratés. Fait que c'est pas étonnant qu'éventuellement, on finisse par accumuler de la chaleur puis que le corps commence à avoir des symptômes. Donc, dans le fond, ce que ça peut avoir comme impact sur la santé, dans le fond, une augmentation de la température dans le corps. Au niveau neurologique, on peut avoir l'augmentation, la présence d'une confusion ou l'altération de l'état de conscience qui peut aller même jusqu'au coma ou à la convulsion. Au niveau circulatoire, ça va faire diminuer la pression artérielle à cause de la déshydratation et la dilatation des vaisseaux sanguins, parce que dans le fond, les vaisseaux sanguins vont se dilater proche de la peau pour rapprocher le sang au niveau de la surface de notre corps pour être capable d'évacuer de la chaleur autant que possible. C'est aussi ce qui va nous donner, en passant, la couleur rouge lorsqu'on a chaud. Au niveau digestif, on va avoir la destruction de l'épithélium digestif. L'épithélium, dans le fond, c'est juste la couche de cellules au niveau du système digestif. Ça peut causer des saignements, puis aussi des problèmes au niveau de l'absorption des nutriments, de l'eau, ces choses-là. Au niveau rénal, on va avoir la pression qui va être basse, puis la déshydratation, ça peut même diminuer la perfusion au niveau des reins. Puis dans le fond, les reins, eux, sont responsables de gérer les électrolytes, donc comme les sels, donc comme le sodium, le potassium, ces choses-là dans notre sang. Puis aussi filtrer les déchets pour les évacuer du corps. Donc, on va avoir des accumulations de ces choses-là à l'intérieur de notre corps. Puis finalement, au niveau sanguin, donc on va avoir l'activation des plaquettes. Les plaquettes, c'est les petites choses qui se collent ensemble quand on a des coupures pour essayer de boucher le trou. Puis l'activation des plaquettes, puis les dommages qu'il va y avoir aussi au vaisseau sanguin à cause de la température, ça va causer un état d'hypercoagulation, dans le fond, qui peut amener jusqu'à ce qu'on appelle la coagulation intravasculaire disséminée. Dans le fond, ça, c'est plein de petits cailloux un peu partout dans le corps. Puis le problème de ça, c'est que ça nous empêche, si on se coupe, d'utiliser les plaquettes parce qu'on n'en a plus. Elles sont toutes utilisées dans des caillots qui flottent en circulation. Donc, quand même, des choses qui sont assez graves. Puis évidemment, il y a une certaine gradation des symptômes. Donc, c'est pourquoi on a inventé une échelle pour nous aider à grader la présentation. Dans le fond, je vais commencer par vous parler de la classification classique, qui est celle en 2 étapes qui se base uniquement sur les symptômes de la victime. Donc, c'est celle qu'on voit généralement dans la plupart des livres de premiers soins. On parle d'épuisement à la chaleur, où la peau est rouge et humide. Rappelez-vous, rouge et humide, parce qu'il y a de la sueur à profusion au niveau de la peau. Puis sinon, on va parler ensuite du coup de chaleur. Comme la victime est souvent déshydratée à ce stade-là, on va considérer que la peau va être rouge et sèche. Puis on remarque aussi qu'un des points tournants de la classification, c'est l'altération de l'état de conscience. Pour que ces critères-là soient vrais, donc dans la majorité, bon nombre de cas, disons, c'est une classification qui a certaines faiblesses, surtout lorsqu'elle est enseignée de façon rigide. Prenons par exemple la peau humide versus la peau sèche, qui est un mauvais moyen de différencier les 2 états. En effet, l'évaporation peut techniquement évacuer l'entièreté de la chaleur produite par le corps. En conditions optimales, le corps produit jusqu'à 1,8 litres de sueur environ à l'heure. C'est vrai qu'après un certain temps, évidemment, la victime va finir par se déshydrater si elle ne boit pas d'eau. Puis elle va cesser d'être capable de produire de la sueur. Évidemment,
le problème, c'est que lorsque l'air est humide, comme dans les saunas ou dans les pays tropicaux, ben, l'eau s'évapore moins. Donc, ça va causer une réduction importante de la capacité d'évacuer la chaleur. Donc, la personne va suer, mais elle ne sera plus capable de sortir de la chaleur parce que le concept de la sueur, c'est qu'il faut que la sueur s'évapore pour pouvoir sortir de la chaleur. Ça veut donc dire qu'on peut voir quelqu'un qui va avoir une température centrale qui va être élevée, mais qui va avoir la peau humide. C'est pour cette raison qu'on préfère normalement utiliser des critères qui vont être plus objectifs, comme la température corporelle puis la présence d'altération de l'état de conscience pour déterminer dans quel état se situe la victime. La classification nous permet de déterminer le genre de traitement qui devrait être administré à la victime. En effet, les victimes d'épuisement à la chaleur ont généralement une température centrale qui va être entre 38 et 40 degrés. Puis comme les mécanismes d'évacuation de la chaleur sont encore efficaces, bien, on peut utiliser un refroidissement qu'on dit passif. Comme mettre la personne à l'ombre ou diminuer son effort physique, faire boire une boisson fraîche, ce genre de choses-là. Oh, pardon. Pour ce qui est des victimes en coup de chaleur, leur température centrale est généralement supérieure à 40 degrés. Puis les mécanismes d'évacuation de chaleur sont maintenant inefficaces. Les signes prédominants du coup de chaleur, c'est l'altération de l'état de conscience, car c'est une urgence vitale, puis ça nécessite une attention médicale immédiate. Il faut donc utiliser un refroidissement qu'on dit actif. Donc, ça veut dire, exemple, en humidifiant le corps de la victime avec de l'eau fraîche. Puis des fois, ça va même jusqu'à des bains de glace. On ne recommande pas ça, évidemment, en sauvetage, mais dans des cas à l'urgence ou dans des cliniques spécialisées, là, exemple sur des marathons, des choses comme ça, ben là, il va y avoir des techniques plus brutales, entre guillemets, si on veut. Ce graphique-là sert dans le fond à montrer que les problèmes reliés à la chaleur ne sont pas une série d'états distincts et fixes, mais c'est bien un continuum d'états qui sont variables puis qu'on distingue par une évaluation complète de la situation et non un seul signe et symptôme. Comme chaque personne a des mécanismes d'évacuation de la chaleur qui sont différents, bien, chaque présentation va être différente. À titre d'exemple, les températures d'une série de patients là, en coup de chaleur avec altération de l'état de conscience dans la ville de Saint-Louis là, en 1956. C'est une étude qui avait été faite. Puis la température pour les patients en coup de chaleur variait entre 38,5 et 44 degrés. Puis il y avait quand même un 10% des patients qui étaient en altération de l'état de conscience dans le coma avec une température en bas de 40 degrés, en bas de 41 degrés Celsius. Donc, c'est quand même assez variable. Ceci dit, dans le fond, ce qu'on vous propose, c'est plutôt d'enseigner les problèmes liés à la chaleur sous la forme d'un continuum, où le point tournant, c'est vraiment l'inefficacité des mécanismes d'évacuation de la chaleur et l'apparition de drapeaux rouges. Comme ça, on évite de mettre trop d'emphase sur un seul signe et symptôme ou une seule présentation bien précise à surveiller. On explique plutôt que ces symptômes, comme la peau sèche, la pression artérielle basse et l'altération de l'état de conscience, sont des drapeaux rouges qui permettent de dire que la victime est en danger et qu'elle nécessite des soins médicaux urgents. Donc, en résumé, il faut se rappeler que le corps produit de la chaleur et qu'on doit constamment la dissiper par différents moyens ou la conserver, évidemment, dépendant de la température ambiante. Les problèmes reliés à la chaleur débutent lorsque les mécanismes de dissipation de chaleur ne fournissent plus et que la chaleur commence à s'accumuler dans le corps. Les problèmes reliés à la chaleur sont un continuum, donc c'est important de se rappeler que ce ne sont pas des états distincts. Donc, ça évolue au travers du temps, puis il n'y a pas de point d'inflexion clair. Il ne faut pas chercher une présentation classique, mais plutôt analyser la situation en entier. Puis, le plus important, dans le fond, c'est que les signes de gravité tels que l'altération de l'état de conscience, la baisse de la pression artérielle ou la peau sèche devraient être une alarme que la situation est très grave et nécessite une intervention rapide et qu'à ce moment-là, il faut contacter les services d'urgence. Si vous avez des questions, je suis ouvert. Sinon, je vous souhaite un excellent forum. Pour l'instant, je ne vois pas de questions, mais moi, j'en ai une. Comment est-ce qu'on peut faire la transition vers le continuum de chaleur dans le cadre de notre enseignement et tout ça? Parce qu'on n'est pas habitué à ça dans notre jargon habituel. Oui, excellent. Mais dans le fond, je pense que l'idée globale, c'est vraiment de se rappeler que la personne va passer au travers des étapes de l'épuisement à la chaleur. Donc, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui va être plus fatigué, qui va avoir les symptômes, peut-être des maux de tête ou ce genre de j'ai chaud, des symptômes d'inconfort, si on veut. Puis lorsqu'on arrive au coup de chaleur, c'est qu'on a des symptômes physiques francs, donc on a des altérations de l'état de conscience ou tous ces signes-là. Puis je pense que l'important avec avec nos candidats, ce serait de leur dire que lorsqu'on a les fameux drapeaux rouges, les red flags, mais dès qu'on a des drapeaux rouges, à ce moment-là, c'est ça qui devrait nous indiquer qu'on est rendu dans une période de coup de chaleur. Donc, toujours d'expliquer la différence entre les deux, c'est intéressant, mais de dire que
le passage l'un à l'autre n'est pas aussi évident que la personne elle a la peau humide, puis elle a chaud, puis la seconde d'après, la peau est rendue sèche, puis là, c'est la fin du monde, puis il faut appeler l'ambulance. Il y a différentes étapes, ça va vraiment dépendre de l'environnement dans lequel les personnes se situent. Donc, je pense que d'enseigner vraiment les drapeaux rouges, donc l'altération de l'état de conscience, tout ce qui est baisse de pression artérielle, donc syncope ou ces choses-là, puis la peau qui est sèche, ça, c'est des drapeaux rouges qu'il faut identifier et qu'à ce moment-là, ça devient un signe d'urgence. Donc, ça ne change pas grand-chose au niveau de la théorie, c'est plus au niveau de l'enseignement, donc de mettre l'emphase sur les drapeaux rouges, beaucoup plus qu'une présentation comme claire en un morceau. Merci beaucoup, Vincent. Je Ça fait vais plaisir. une nouvelle question. Alors, je vais repasser le flambeau à Marc-Antoine pour la dernière capsule. Oui, parfait. Je partage mon écran. Je ne sais pas si ça fonctionne. OK. Est-ce que vous voyez là? Mm-hmm. Excellent. Bon, fait que la dernière présentation aujourd'hui, un sujet dont on ne parle pas assez, que certains diraient, ou on parle trop, que d'autres diront. Vous allez voir, je l'ai abordé d'une façon différente là, aujourd'hui, vraiment, parce que je sais qu'on martèle souvent le message pour ceux là, qui sont des habitués là, des forums et des formations en premiers soins. Mais on est surpris, encore une fois, là, à quel point on se promène encore dans des cours, on voit des candidats pour qui la compréhension est pas encore optimale de l'état de choc. Fait qu'aujourd'hui, je vous parle vraiment d'une façon de présenter l'état de choc. Ça, c'est comme ça que moi, je l'enseigne dans les cours de moniteur premiers soins. C'est une façon là, qui est très imagée et ça vient des candidats, fait que ça vient des gens. C'est souvent comme ça que je trouve que l'approche est la plus facile là, pour la compréhension. Je le faisais même en bronze, là, un peu comme ça, là, pas autant intense, là, mais, ou en premier soin général. Là. Fait que, premièrement, l'état de choc, on voit ça partout. Fait que c'est dans les nouvelles, là, bon, je viens de tuer quelqu'un, mon Dieu, alors qu'il était en état de choc. OK. Puis là, le conducteur, il était en état de choc. OK. Puis il a été hospitalisé pour un choc nerveux. Bon, OK. Fait que, à tous les jours, là, si vous allez dans la section faits divers, ben, vous allez voir un peu cette terminologie-là qui est un peu mal comprise par tout le monde, pas juste les sauveteurs. Fait que, l'état de choc, en gros, ben, on le sait, c'est une diminution de la perfusion des organes vitaux. Puis, ben, ça, ben, c'est souvent vu avec une diminution de la pression artérielle, mais c'est pas disponible pour les sauveteurs. Fait que, concrètement, l'état de choc, c'est un concept nébuleux qu'on parle toujours, mais qu'on voit jamais parce qu'on n'est pas capable de faire le diagnostic ou en tout cas, on n'est pas capable de voir qu'est-ce qui se passe. Puis, ben, c'est la raison pour laquelle ça a la réputation d'être mal enseigné, parce que quand on ne comprend pas quelque chose, ben, on a de la misère à l'enseigner. Puis, ben, rapidement, de fil en aiguille, il peut y avoir une diminution de la compréhension. Fait que voici comment moi, je l'enseigne. Premièrement, moi, l'état de choc, je pars tout de suite, je dis même pas état de choc pour commencer, là, je parle du choc, je vais vous réexpliquer pourquoi, mais je pars tout le temps du corps humain. Fait que je dis, ben, le corps humain, c'est comme une pompe. Là, il y a un cœur, puis ben, on a une circulation. Le but, c'est qu'on envoie du sang dans nos organes, dans les membres, puis que le sang il finisse par revenir. Puis, ben, en montrant ce type d'image-là, les gens comprennent. Puis on peut faire une analogie un peu là, avec un système là, de pompe. Puis, ben, en fait, c'est carrément ça que je veux que les gens comprennent. C'est un peu comme une pompe de piscine. Puis, ben, cette pompe-là, elle a des caractéristiques très mécaniques, très simplistes. Puis souvent, là, il peut y avoir des problèmes avec la pompe de piscine. Puis ben, ces problèmes-là peuvent être à cause de différentes raisons. Et là, je demande souvent aux gens, ben, comment est-ce qu'ils pourraient avoir un problème avec une pompe de piscine? Puis là, ben, il y en a qui vont dire, ah, ben, il y a un tuyau qui pourrait percer. Ben, oui, effectivement, on pourrait avoir un choc hypovolémique, hein, on pourrait une hémorragie assez importante qui vient léser une artère, un vaisseau. Puis ben là, il manque de pression parce qu'il n'y a pas assez de liquide dans la pompe. Là, entièrement d'accord. On a besoin d'un choc hypovolémique. C'est un type de choc, un type de l'état de choc. Puis il peut y avoir d'autres façons que le système ne fonctionne plus, là. Par exemple, la pompe de piscine pourrait simplement lâcher, fait un choc cardiogénique, un infarctus, comme on connaît, plein d'autres pathologies cardiaques. Mais en gros, s'il y a un problème avec la pompe, bien, le liquide est là, les vaisseaux fonctionnent, mais il n'y a pas de puissance. Ça ne fonctionne juste pas. C'est un choc cardiogénique, un état de choc cardiogénique. Puis ben, il y a d'autres façons aussi. Il y en a qui vont dire, ah, ben, la pompe, elle pourrait boucher. Ben oui, effectivement, un choc obstructif, une embolie pulmonaire, pour ceux qui connaissent, mais pas besoin de comprendre non plus. C'est une façon que la pompe, elle pourrait boucher. C'est très mécanique.
Puis là, ben, si ça bouche ici, c'est sûr, ça va refouler un peu dans le cœur, ça va augmenter les pressions du cœur. Puis ben, de l'autre côté, il va y avoir moins de pression, puis on va tomber en choc. Puis la petite dernière que les gens souvent ne réalisent pas, mais le choc anaphylactique, ben oui, le choc anaphylactique, état de choc anaphylactique. Le mot choc, il y a la même définition dans ces deux définitions-là. Puis ben là, c'est un peu plus complexe, là, mais en gros, c'est le système de pompe, là, le système de capillaire qui finit par se dilater un peu. Fait qu'au lieu d'avoir des vaisseaux avec un petit diamètre, on se retrouve avec des vaisseaux qui ont un très gros diamètre, comme si on étirait un peu tout ça. Puis, ça fait en sorte que le même volume, la pompe fonctionne, mais oups, la pression s'effondre. Puis, encore une fois, la pression s'effondre, on n'est plus capable de perfuser à nos organes vitaux. On a un choc anaphylactique. Puis, écoutez, moi, je ne vais pas plus loin que ça. Là. Il existe d'autres sous-types de choc, mais de manière grosso modo, là, c'est pas mal ça. C'est ça, le choc. Puis, à la fin, je fais réaliser aux participants que ben, coudonc, j'ai pas dessiné de cerveau. Là. Il n'y a pas de concept avec comment je me sens en lien avec que mon cœur fonctionne moins bien. Fait que non, il n'y en a juste pas. Fait que, tu sais, la manière qu'il faut comprendre, c'est que l'état de choc ne peut pas être causé par un état émotionnel intense. Ça, c'est plutôt un choc émotionnel. Ça n'a aucun lien avec l'état de choc. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a décidé de traduire choc en anglais par état de choc en français. Mais le mot état, ce n'est pas une caractéristique de l'état cérébral, l'état cognitif, l'état de conscience. On veut juste dire que notre pompe, elle a un état, puis son état, ben, c'est être en choc. Mais juste à cause de ce petit mot-là, ça fait toute une différence dans l'enseignement de l'état de choc. Fait que, puis là, un petit mot sur les traitements, là, les fameux changements là, bon, qui ont eu lieu dans les dernières années par rapport au traitement, si je peux dire, parce qu'on s'entend que le vrai traitement, c'est de s'occuper de la cause, puis ça se fait à l'hôpital, mais le traitement de support là, qu'on faisait récemment a changé, puis je veux juste revenir un peu là-dessus, parce qu'encore une fois, ça rentre avec le concept de la pompe. Avant, avec le Gérard, on élevait même les jambes. Puis, ben oui, ça fait du sens. Hein? Il y a un problème avec la pompe, puis la pression diminue ici. Ben, si j'élève les jambes, je vais faire revenir le sang vers le cœur, puis je vais réaugmenter la pression. Puis, ben, effectivement, ça fonctionne pour certains types de chocs. Mais le problème, c'est que si on fait revenir du sang vers un choc qui est causé parce que la pompe ne fonctionne plus, bien là, on se ramasse encore plus en trouble. Fait que, ça ne marche pas nécessairement pour tous les types de chocs. C'est pour ça qu'on l'a enlevé, là, des algorithmes, là, notamment. Fait que, au final, on n'a pas grand-chose là, que vous voyez qu'on fait comme traitement. Là. Ça se trouve être plus un traitement de support. En fait, le traitement qu'on fait, c'est plus un traitement universel, si on veut, qui cible à s'occuper que le patient ne développe pas d'autres problématiques, hein, qu'il n'est pas trop chaud, trop froid, qu'il ne manque pas d'oxygène, qu'il soit dans une position confortable, pour qu'au moins qu'on maintienne le reste de ses paramètres le temps qu'il soit pris en charge. Fait en conclusion, là, plusieurs mots-clés, plusieurs éléments là, à comprendre là-dedans. Par rapport au choc émotionnel, la majorité d'entre vous l'ont compris, ou si vous le comprenez dans cette présentation-là, bien, tant mieux, mais l'erreur qu'il ne faut plus voir, là, puis qu'on essaie depuis plusieurs années d'éliminer, c'est qu'on attribue deux victimes. Victime 1, l'infarctus. Victime 2, patient agité, parce que c'est l'ami de la victime 1 qui a un infarctus. Puis là, on sous-entend que c'est la victime 2 qui est en état de choc. Alors que clairement, pour la personne qui a une pompe qui fonctionne mal, c'est probablement la personne qui a l'infarctus. Fait que ça, c'est à éviter. Puis l'autre affaire, c'est qu'il ne faut pas mélanger les concepts d'état de choc versus choc émotionnel dès les cours de bronze ou de première générale. Là. Mais tu sais, quand c'est imprégné dans la tête, quand on a appris quelque chose d'une certaine façon, bien, l'être humain, on est bien fait pour apprendre quand on est jeune, mais plus on vieillit, plus c'est difficile. Puis plus, nous, après ça, quand on enseigne là, dans les moniteurs premiers soins, plus il faut ramer pour essayer là, vraiment de convaincre les gens que l'état de choc, c'est pas la même chose qu'un état émotionnel. Fait qu'il faut vraiment plus mettre l'accent sur le terme choc au lieu du terme état. Puis ben, comme sauveteur, on ne pourra jamais voir l'état de choc. Fait que c'est la raison pour laquelle on fait un traitement général de support pour tous nos patients. Puis si au moins on peut comprendre qu'est-ce que c'est que l'état de choc, ben au moins on peut l'enseigner de cette manière-là. Puis l'enseigner au même titre que, en même temps, sur le site que l'hémorragie. L'hémorragie, ça pourrait donner un état de choc. Il peut y avoir des hémorragies qui n'ont pas d'état de choc. Il peut y avoir des infarctus qui pourraient avoir des états de choc. Il peut y avoir des infarctus qui n'auront pas. Puis en tant que sauveteur, ben, on ne le saura pas. Fait que aussi bien traiter tous nos victimes avec un traitement de support, puis c'est tout ce qu'on va être capable de faire pour nos victimes, puis au moins on n'empirera pas leur état.
Fait que voilà, c'était la présentation sur l'état de choc. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. J'ai vu un commentaire dans le chat passer que hey, c'est donc bien une bonne idée de comparer à la pompe de piscine. C'est la même réflexion que je me faisais. Je n'ai jamais pensé à ça avant, d'après toutes ces années. Donc, c'est une belle idée. Juste se rappeler là, avec la mise à jour et le corps d'utiliser le CARP des fois qui peut être aussi en lien là, avec le MCPS, donc ça revient au même, mais ça parle plus aux candidats qui vont pouvoir voir la référence. Mais je pense que ça fait une belle information là, avec cette image de pompe et de bien comprendre la problématique du choc. Et on ne va pas mélanger les choses. Alors, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions qui viennent. Il nous reste encore 2-3 minutes. Ah, une question. Ah, ben merci beaucoup à vous trois. Très intéressant. Bon. Bon, ben si vous voulez, je pense qu'il nous reste quelques minutes. J'ai une toute petite capsule, là, sans PowerPoint, sans rien, mais juste une suggestion. En fait, un autre truc là, que j'utilise, ou que j'utilisais en fait dans les cours de premiers soins, là, puis c'est par rapport à la prise de pouls. Vous allez voir, c'est quelque chose de super simple, peut-être vous le savez déjà, mais que je trouve qui améliore nettement la capacité des candidats à pouvoir prendre le pouls chez les gens. Puis là, vous le savez, hein, on enseigne la prise de pouls, premier cours PG ou en cours de bronze. Puis ben, après ça, ben, tout ce qu'on fait, c'est prendre pour acquis que quand que le candidat fait ce geste-là, il est en train de prendre le pouls. Mais en réalité, là, c'est pas ça qui se passe. Hein. Vous savez que, comme moi, que parfois c'est plus complexe que chez certaines personnes de prendre le pouls. Puis il suffit que le candidat il y a eu 2-3 fois que ça ne marche pas, mais que personne n'y ait dit. À un moment donné, il va dire ah, OK, effectivement, c'est correct. Je n'ai pas trop besoin de prendre le pouls pour pouvoir passer mon cours. Je pense que je vais m'en passer. Fait que moi, j'ai trouvé une façon en fait, d'éviter là, que ça se produise. En fait, c'est assez simple. C'est que à chaque fois, en fait, dès le premier exercice, quand je vais enseigner là, la prise de pouls pour qu'on va le pratiquer, mais ce qui va se passer, c'est que je vais demander au candidat de prendre le pouls de l'autre personne, puis avec la personne qui se fait prendre son pouls, avec son autre main, elle va venir prendre son pouls au niveau carotidien, puis elle va comparer, en fait, les battements. Puis ce qu'on va demander au candidat, c'est que lui vienne nous dire, vienne nous compter les battements qu'il va sentir sur son pouls au niveau radial. Par exemple, il va dire boum, boum, boum. Puis là, la personne qui se fait prendre son pouls, elle va valider avec son propre pouls, en sachant qu'il va y avoir un léger décalage, là, un peu en avance pour la personne qui prend son pouls. Puis à un moment donné, elle va dire oui, c'est beau, tu l'as, excellent. Puis à ce moment-là, on va pouvoir poursuivre l'exercice. Au début, je fais juste ça comme exercice, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, pendant tous mes cours, toutes les fois que j'ai un candidat qui va prendre un pouls, dès les débuts des formations, je vais toujours leur dire, à chaque fois que vous prenez le pouls, ça vous prend une validation. Ça veut dire que même 8 cours plus tard, durant un scénario, lui, il fait son sauvetage, puis là, il est rendu à prendre le pouls, il va prendre le pouls, le candidat va prendre son pouls, puis il va se faire valider, oui, OK, tu as encore le bon pouls. Et ça, même si moi, j'ai le dos tourné en train de m'occuper d'une difficulté d'un autre candidat. Là. Fait que vous allez voir, ça décuple la pratique que les candidats vont avoir parce que ça les oblige à prendre le pouls chez pas mal tout le monde, plusieurs fois, la main gauche, la main droite, puis vous savez comme moi, l'anatomie est différente. Des fois, on a de la misère, c'est pas du premier coup, là, à prendre le pouls au niveau radial. Fait qu'en ayant cette pratique-là, au lieu de l'avoir pratiqué 3 fois parce qu'ils étaient obligés, bien, ils vont l'avoir pratiqué 100 fois dans un cours parce qu'ils ont pris le pouls au moins 2-3 fois par cours. Vous avez une dizaine de cours. Fait ils l'ont pratiqué énormément. Puis ça fait une différence. Ça fait la différence entre quelqu'un qui arrive dans un cours supérieur qui sait prendre le pouls ou quelqu'un qui a vu comment le faire puis il s'en rappelle. C'est un petit truc très simple qui peut être utilisé là, dans tous vos cours dès que vous avez l'impression que les gens ont de la difficulté là, avec la prise de pouls pour qu'ils puissent se pratiquer. Puis après ça fait en sorte que dans la vraie vie, là, ils ont le bon réflexe. Là. Ils l'ont pris puis ils sont capables de le prendre. Puis parce que sinon, s'ils l'ont pris juste 2 fois, puis les autres fois, ils ont faké, là, ce ne sera pas long que dans la vraie vie, là, ils vont le faker aussi parce qu'ils n'auront pas travaillé ces mécanismes-là. Puis quand on est dans la vraie vie, là, que ce soit à l'hôpital ou en sauvetage, en premiers soins, là, c'est les réflexes qui partent. Fait que si on l'a développé en réflexe, c'est des réflexes qui vont rester. Alors voilà, moi, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses, Élise.
Ben, merci pour ce bonus à cette présentation qu'on utilise finalement le conditionnement des candidats pour parfaire leurs apprentissages. Merci Marc-Antoine, merci Vincent pour cette participation, votre préparation, votre travail. Merci à tous. Avant, je vois une question. Ah bon, aussi merci pour ces bons trucs et ces connaissances. Donc, plusieurs personnes partagent également. Alors, merci à vous, les participants, les spectateurs, pour votre attention, votre participation. N'oubliez pas de suivre les balados et les webinaires sur la page du Forum annuel sur le site web. Alors, ce webinaire que vous venez de regarder sera disponible dans les 24 heures environ pour revisionnement. Et comme j'ai répondu à une personne en particulier, on va découper aussi là, en 3 capsules pour que vous puissiez revoir ces éléments-là et pouvoir mieux les assimiler dans le futur. Ils vont être disponibles là, via le site web de la Société de sauvetage. Alors, merci à tous. Bonne soirée et au plaisir de vous revoir demain.